N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Merci de nous écouter sur Radio Taxi FM Lomé. Toutes nos excuses. Encore une fois, la CET est intervenue. On le sentait venir depuis quelques jours. Et on l'avait dit d'ailleurs le matin. On est à l'antenne, on va y aller. Kenan Lucifou. Oui, merci à ceux qui nous écoutent d'être restés parce que je sais qu'ils sont là. Merci à la CET quand même d'avoir établi l'électricité. C'est bien pour la cause, on va dire, de la nation, la cause populaire. Et c'est bien. En fait, ce que je disais, c'est que la résistance qui est faite dans cette histoire-là où une société est allée se prendre auprès de l'ARP, qui est donc effectivement le tribunal des questions de marché, cette résistance peut dénoter en fait de toutes les suspicions qui ont été évoquées par les confrères ici. Maintenant, il faut peut-être aller savoir quelles sont les raisons qui font qu'il y a cet état de choses. Mais ce qui est à saluer dedans aussi, c'est que tout cela nous prouve qu'effectivement, comme je l'ai dit la dernière fois, le Togo est réellement en marche. Si aujourd'hui dans notre pays, il peut y avoir une institution qui peut faire un arbitrage, hein, aussi, on va dire, objectif, hein, par rapport à tout ce qui a été démontré sur ce plateau, c'est des choses à saluer et je crois qu'il faut aller dans ce sens. Et nous le disons la dernière fois, cela peut nous mettre sur la voie de la bonne gouvernance et ça va régler beaucoup de problèmes dans les autres ministères qui font effectivement écho par rapport à la mauvaise gouvernance. Et Tchadjao le disait tout à l'heure, si on ne parle pas de certains ministères, c'est parce qu'ils n'embrassent pas des enjeux financiers importants. Et donc, il y a lieu effectivement d'aller vers une certaine discipline financière, certaine discipline, on va dire, de la gouvernance. Ferdinand, vous voulez parler de la société? Oui, mais ça commence par être un peu embêtant. À chaque fois que maintenant on veut faire une émission, les vendredis, on nous avertit d'ailleurs qu'on va couper le courant. Vendredi dernier, ça a été fait exprès parce que nous avons fait après nos recoupements. Ils n'ont pas voulu que nous faisions cette émission-là. Heureusement qu'on avait tenu jusqu'à la fin. Et des gens sont en mission à la CET, ils ont reçu des instructions de couper le courant les vendredis. Je ne pense pas que nous faisons quelque chose de mal ici. On essaie d'informer, de faire un débat contradictoire, d'apporter des nouvelles de notre pays aux populations. Et si des gens à la CET vont se permettre de jouer ce vilain jeu-là, je pense que nous allons commencer par diriger nos projecteurs sur eux. Parce que la CET n'est pas une boîte saine. On a souvent parlé de la CET, mais maintenant qu'ils sont en train de lancer une pierre dans notre jardin, à la gendarmerie, et que la pierre va toucher la tête de la femme du directeur de la gendarmerie, on va essayer de regarder un peu ce qu'ils font dans leur boîte là-bas. Et donc, ceux qui ont eu reçu l'instruction de faire ce jeu-là, il faut qu'ils arrêtent. Nous ne faisons rien de mal. On essaie d'informer les Togolais les vendredis. Et on sait que cette équipe de vendredi est choc, ça dérange parfois, mais bon, nous faisons un débat et puis après, voilà, on rentre à la maison, tranquille. Bon, non, je crois qu'il faut saluer le fait que de façon spontanée, on nous a ramené le courant et dire que c'est une coïncidence peut-être de mauvais goût et qu'il faut que dans les jours à venir ou bien les semaines à venir, que les vendredis, il n'y ait pas de coupure parce que non seulement nous qui sommes ici, les gens qui nous suivent vont finir par tirer la conclusion que c'est à dessein qu'on nous coupe le courant le vendredi. Donc vivement que les autorités de la CET fassent effort à ce que les vendredis, ils ne puissent pas avoir de ces coupures-là lors justement du débat. Je sais qu'il y a d'autres radios à Lomé, il y a des coupures un peu partout, mais ça, 2 fois de suite, ça suscite des interrogations et les populations qui nous suivent pourront peut-être aller à la conclusion que c'est une censure ou c'est une façon de nous empêcher. Nous-mêmes, on n'est pas loin de conclure cela, Fabrice. Oui, bien évidemment, parce que la coïncidence est un peu curieuse.
que ce soit pratiquement le même jour et à la même heure, ça commence, c'est curieux, et quand c'est curieux, ça suscite la curiosité pour chercher à voir qu'est-ce qui se passe exactement. Mais j'espère bien que c'est pas une envie d'en arriver à une censure déguisée, parce que là, ce sera une entorse à la liberté d'expression. Je crois que les émissions, il y en a partout, et donc vos studios également sont ouverts. Celui qui se sent égratigné a un droit de réponse. Donc je crois que j'espère vivement que ce n'est pas un plan aujourd'hui contre l'émission, et que c'est une coïncidence qui, à mon avis, devient un peu plus curieuse. Abi, vous voulez placer un mot avant peut-être Kenamou Sifou, tant qu'on approche 12 heures pour la pause? Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce sont des coupures ciblées, mais nous osons croire qu'elles ne vont pas durer. C'est vrai, à un moment donné, sur beaucoup de terrains, nous sommes habitués à ces genres de circonstances, allant de l'Internet à beaucoup de choses. Donc, c'est un peu triste que quand on fait une émission, je ne dirais pas de grande écoute, mais quand même une émission à laquelle l'opinion accorde beaucoup d'intérêt, une émission qui a un grand audimat. Et quand c'est un peu comme ça frise les ridicules, et puis ça ne fait pas bien pour l'autorité. Ce que nous disons ici, je ne crois pas que c'est pour sarcler les chants du papa de quelqu'un, c'est pour l'intérêt de la nation. Merci beaucoup, Abielsa. Alors effectivement, de curiosité en curiosité par rapport à la coupure du vendredi et celle qui est intervenue tout à l'heure, un petit tour sur les réseaux sociaux indique, suivez le ministre Bawara sur Canal FM. Vous voyez, quand on pose certains actes où on ne fait pas attention, ce que ça peut charrier. En même temps, c'est vrai, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est Ferdinand, en disant que quand on le fait, on braque les projecteurs. Non, nous, en fait, la presse n'est pas là pour servir d'épée de Damoclès ou bien d'armes de sanctions ou bien de je ne sais pas, de règlement de compte pour les gens. Parce que c'est ce qui se dit aussi sur nous. En faisant des choses que la société est en train de faire, c'est comme si nous qui venons vendredi, où l'émission de vendredi est une émission qui est dirigée, qui est orientée, qui est faite à dessein pour pouvoir peut-être salir les gens ou faire du tort, alors qu'en réalité, le travail que nous faisons ici, je l'ai dit tout à l'heure, c'est du travail objectif, fait pour la nation, et on ne règle pas le problème si on veut nous empêcher de parler, parce qu'en même temps, sur les réseaux sociaux, il y a la dérive qui est là, que personne n'arrive à contrôler. Et donc, ce travail que nous faisons ici contribue parfois à rétablir un certain équilibre entre les fakes, les mauvaises informations qui circulent sur le net, et donc les médias traditionnels qui sont beaucoup plus, qui font un travail beaucoup plus objectif et fouillé. Voilà ce que j'allais souligner. Messieurs, merci beaucoup. Nous allons marquer une pause. Quand on reviendra, nous parlerons de la politique togolaise. Il est 12h, presque 5 minutes sur Radio Taxi FM Lomé, pour la troisième partie de Taxi Price. Nous avons au téléphone Jean-Marie Leblanc. Bonjour Jean-Marie. Eric, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au journal à 12h45. Quel est le menu? Eh bien, Taxi Midi revient sur le Conseil des ministres hier, où le chef de l'État s'est prononcé sur l'opération d'enrôlement qui a pris fin jeudi dans la zone numéro 2. Il est aussi question de la 14e journée de la commune togolaise, enjeux et perspectives des collectivités meublent cette célébration. Et puis, rideau demain samedi sur la 7e édition du CIALO, mise en relief des centres qui bénéficient de l'aide du PASA en ton projet d'appui au secteur agricole. Enfin, sport, avec la 5e journée de la D1 dimanche, le leader Domido au révélateur Bourlessou, le match se joue à Neko, le JP est à midi 45, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Jean-Marie, à tout à l'heure. Retour en studio avec les confrères, et nous allons maintenant aborder la question politique, et c'est vous Fabrice qui allez lancer donc le débat, puisque dans votre journal mercredi dernier, vous revenez sur la conférence de presse du gouvernement togolais, le gouvernement qui se prononce sur la situation politique au Togo, hein, c'est ça? Oui, nous l'avions annoncé, et cette conférence de presse a eu lieu donc mercredi, avec en toile de fond la présence de certains ministres du gouvernement, notamment Gilbert Bawara. Et effectivement, ça faisait un peu longtemps qu'on n'avait plus quand même eu la position du gouvernement sur ce qui se passait, notamment cette mini-crise qui est née autour de la CENI, qu'est-ce qui allait se passer, le recensement
qui se déroule, mais avec une CENI toujours incomplète, la date des élections, et je crois que cette conférence de presse a permis quand même aux uns aux autres d'avoir une idée de ce qui est en train de se faire, sauf que on comprend aisément que actuellement le gouvernement a envie de foncer sans tenir compte de l'opposition, surtout la coalition des 14 partis politiques qui n'est pas la CENI aujourd'hui, qui n'est toujours pas la CENI. Et donc je crois que l'idéal aurait été, en fait, avec la feuille de route de la CEDEAO, c'était beaucoup plus d'essayer de ramener un climat beaucoup plus calme et apaisé au niveau du pays, mais à l'allure où vont les choses, on a l'impression que ce n'est pas encore ça, on n'est pas au bout du rouleau, parce que ce qui se passe, si naturellement, quel que soit le pourcentage qu'on aurait eu au niveau du fichier électoral, la coalition brandira toujours le fait qu'elle n'était pas là quand les choses se faisaient, et puis qu'elle n'a pas également appelé ses militants à aller se faire recenser. Sur le plan légal, on peut dire, bon, il n'y a rien à faire, vous aviez la liberté d'aller vous faire recenser ou pas. Mais sur le plan politique, et quand on sait que depuis quelque temps, on est sur une phase où ce n'est pas forcément la légalité qui passe et qu'on est en train de contourner même parfois la loi juste pour permettre un climat apaisé, on se dit que sur ce point c'est raté. Parce que même si les élections ont lieu, sans l'opposition, le pays va fonctionner, mais toujours avec un climat délétère lié au fait que sur le plan politique, il n'y aurait pas eu accalmie. Donc c'est ce qui est un peu dommage aujourd'hui quand on écoute les deux partis. L'opposition également se radicalise, le pouvoir également répond par le radicalisme. Il se montre assez guerrier l'autre fois. Oui, et quand c'est comme ça, on se demande qu'est-ce qui va réellement se passer. Parce qu'au finish, on ne dira pas que tel est sorti vainqueur. Parce que quelle que soit la situation, il y aura toujours, ou alors vous n'êtes pas sur le territoire togolais, mais si vous êtes sur le territoire togolais, c'est que on va toujours continuer par discuter des questions politiques, et les sujets sur le développement vont encore attendre, et je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va se développer. Parfait. Ferdinand Haïté, comme vous l'avez écrit ce matin, alors quand on écoute le gouvernement togolais à travers ses émissaires mercredi dernier, on a le sentiment que c'est en réponse à la sortie de la coalition de l'opposition, et vous l'avez écrit, Bawara, Chao et même Bukwesi, et ils font ça, hein? Oui, c'est vers le chaos. Oui, en fait, c'est le service après-vente, c'est pas forcément en réponse à la coalition. Ils ont fait un jeu ils ont fait des gymnastiques, effectivement, pour tenter de répondre à la coalition, de défendre leur ami UFC, tout ça. Mais en réalité, c'est le service après-vente. C'est le recensement dans la zone 2 qui était en train de s'achever avec tous les couacs. Toutes les On a parlé de l'enrôlement des mineurs, notamment. L'enrôlement des mineurs, les cartes multiples qu'on a fait aux gens et tout ce qui, vous savez, il fallait éclaircir tout ça. Et pourquoi je dis c'est le service après-vente? Parce que c'est quand même extraordinaire que des ministres viennent parler à la place de la CENI. Quand vous voyez bien la démarche, la question de savoir aujourd'hui si la CENI est véritablement une institution indépendante ou si elle reçoit ses ordres des ministres. Mais quand vous faites bien l'analyse, vous comprenez que la CENI reçoit ses ordres des ministres. Et de qui? De Bawara et de Bukwesi en particulier. Et donc, cette CENI est au cœur de toutes les controverses. Plus on avance, plus les gens nous donnent la certitude que c'est eux qui pilotent le processus, les autres ne sont que des exécutants, et voilà. Et donc, moi, je pense que c'est un exercice qu'ils ont eu à faire, sauf qu'ils n'ont pas convaincu grand monde, parce qu'aujourd'hui, l'inquiétude demeure. Si on nous dit, oui, le 20 décembre, on va aux élections, on ne reviendra plus en arrière, il y a des choses qu'on ne réglera plus, eh bien, bon, si on pense que de cette façon-là, le pays va sortir de la crise, mais allons-y, tant mieux. Et je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu dans le pays, il y a une situation de tension dans toutes les localités. Dans toutes les localités. Il y a le cas de Kanté aussi, oui, qui n'est pas suffisamment relevé par la presse. Il y a eu, depuis un moment, avant
quand on était à la radio ici, on parlait des petits Mussolini à l'intérieur du pays en faisant allusion au préfet. Mais il y a eu une constellation des petits Mussolini aujourd'hui. C'est les CB, c'est les chefs de village, les chefs cantons. Tout le monde est devenu roi dans sa localité, menace les populations. Vous avez vu ce chef canton qui a convoqué un gars, il dit bon, en venant, il faut apporter 22 000 francs, je ne sais pas, 23 000 francs. On ne sait pas à quoi ça répond. Et donc, les gens sont dans leur domicile, ils ne peuvent pas tenir des réunions, alors que la loi autorise qu'on peut tenir des réunions dans leur domicile. Les partis politiques sont légalement constitués, ils ne peuvent pas tenir des réunions. On se permet même d'aller au siège de certains partis politiques et changer les couleurs de leur siège en faisant de la peinture. Et donc, toute cette situation de tension risque de nous conduire vers un lendemain incertain. Donc, s'il y a des ministres qui pensent que, eh bien, la situation est normale, il faut qu'on aille. Écoutez, allons-y. Est-ce que vous avez été convaincu, Tignao, par la sortie du gouvernement? C'est vrai que ce pouvoir-là parle très peu. Et quand il décide de parler, alors on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que vous avez été convaincu par les propos des ministres, des émissaires du gouvernement la dernière fois? Je crois que je ne vais pas répondre en termes d'être convaincu personnellement ou quoi, mais je vais faire remarquer des faits. Je crois que nous sommes au Togo, les Togolais se connaissent, les politiciens ou les politiques togolais se connaissent. La coalition a dit sa part par rapport au problème entre l'UFC et l'ANC. La coalition a dit sa part et a indexé le gouvernement en disant que l'UFC a fait alliance avec le gouvernement et que, comme tel, depuis 2010, l'UFC fait partie intégrante du gouvernement et qu'il y est encore. Et donc, le gouvernement devrait également dire sa part. Il a dit sa part, avec à côté le ministre de l'administration territoriale qui est aussi impliqué dans le processus, dans l'organisation de l'élection. Et la CENI, lorsqu'elle avait été attaquée, elle a dit sa part. Lorsqu'on parlait de l'enrôlement des mineurs, il y avait le professeur Katagan, le président de la CENI, qui s'est prononcé là-dessus. Et donc, chacun... Sans dire grand-chose. Il a oui, dit non, que ce sont des rumeurs. Je ne rentre pas dans les détails. Moi, ce sont les informations que j'apporte. Qu'il a dit sa part. Qu'il y ait grand-chose ou pas, le président de la CENI a dit sa part à propos de ce qui le concernait, qui était l'enrôlement des mineurs. Donc aujourd'hui, il reste à ce que la facilitation ou bien le comité de suivi vienne dire sa part, ou faire la mouture de tout ce que les uns et les autres ont eu à dire pour permettre au Togo d'avancer. Donc, on ne peut pas jeter la pierre tout à l'heure au gouvernement d'avoir dit sa part. Non plus, on ne peut pas accuser la C14 d'avoir dit ses inquiétudes et non plus la CENI. Maintenant, reste à ce que, rapidement, le comité, ou si c'est la facilitation au plus haut niveau, que les gens viennent régler les dés et puis le Togo avance. Oui, mais nous, on va aller en profondeur parce que je vous ai vu un peu un peu superficiel quand même sur ce débat, sur le fond, ce qui a été dit mercredi au cours de la conférence de presse. Non, le ministre il y a beaucoup de sujets qui ont quand même été évoqués par le gouvernement qui quand même nécessitent notre analyse. Oui, bien sûr. On parle quand même à des millions de Togolais qui nous écoutent. Bien sûr que... Si vous, au niveau de Nouvelle Opinion, vous avez été convaincu par le gouvernement togolais, parce qu'on a toujours écouté la coalition parler, ce qu'on suit ce sujet-là. La conviction que j'ai par rapport à la sortie du ministre Bawara, c'est qu'il y a eu des précisions claires qui ont été données. Par exemple, le ministre a dit qu'on ira aux élections. Oui. Le 20 décembre, les Togolais ont besoin de on ne reprendra pas non plus oui, bien sûr, il l'a dit. Parce que avant tout, nous avons un chapeau. Le chapeau, aujourd'hui, quoi qu'on dise... C'est le 20 décembre. Non, c'est la facilitation. D'accord. Et la facilitation, au-delà de ce que le ministre a dit, j'ai dit tout à l'heure qu'on attend de voir. Parce que, souvenez-vous, il y a eu un début où on a constitué une CENI sans prendre en compte certains paramètres de la feuille de route. Mais quand la facilitation est intervenue, on est allé à la CENI paritaire, quand bien même elle n'a pas encore pris. Il a été dit que la CENI devrait être paritaire 8-8, et c'est dans ce jeu que nous sommes. Très bien. Aujourd'hui, quand on viendra nous dire, par exemple, que le 20 décembre, il n'y aura pas élection, vous verrez que les gens vont s'incliner. Et attendons que les facilitateurs nous disent, nous avons vu certaines considérations qui nous amènent à dire que l'élection n'aura plus lieu le 20. Très bien. Et on va évoluer. Le président Forni Assingbe était à Accra cette semaine. On annonce la coalition à Conakry demain samedi. Abiassa, quel est votre avis quand même sur cette sortie du gouvernement togolais?
Moi, je pense que la sortie épisodique de nos autorités ressemble beaucoup plus à l'épique guerrière. Tu sais, nous sommes ici des milieux guerriers, autant fort quand on va en guerre. D'abord, de la maison au lieu de la guerre, il y a une cadence qui accompagne les guerriers pour faire croire que c'est des gens de valeur qui passent, c'est des guerriers imbattables qui passent. Quand on va sur le champ de guerre, au moment où les hostilités atteignent un certain niveau, tu vois principalement les femmes qui rentrent en jeu et qui louent les vertus, les qualités des différents guerriers. On remonte à ton passé, chez tes ancêtres, on te loue, de façon à donner envie aux gens à s'exploiter jusqu'au bout. Donc c'est un peu ça que le régime fait quand ils disent qu'il y aura cette élection le 20 et que les recensements ne seront pas repris. Je veux aussi qu'il donne son avis sur les experts, les techniciens, que ce soit les constitutionnalistes, les gens spécialistes en élection, que la CEDEAO pour qui la CEDEAO a émis un appel d'offres qui ont été retenus, qui sont en train de travailler. Je veux qu'on nous dise, parce que ça fait partie aussi, c'est des aspects de ces outils de travail de la facilitation. Ils sont payés par la CEDEAO, ils sont en train de le faire, Sénégalais, sur le volet constitutionnel. Ils sont pas moins d'une quinzaine, chacun avec son domaine de compétences. Il faut que l'autorité aussi nous aide à comprendre. Or, on est censé savoir que c'est par rapport à eux, par rapport aux besoins qu'ils auraient en tant que techniciens qui ont de l'expérience, qui ont été retenus en tant que tels, c'est par rapport au travail qu'ils auraient pondu. Ce travail évalué par la médiation de part et d'autre, c'est par rapport à ça on verra si, techniquement parlant, matériellement parlant, si c'est possible que l'élection se tienne dans la date, à la date ainsi indiquée. Si techniquement le matériel qui est sur le terrain peut tenir pour les élections. Quand on fait comme si c'est-à-dire comme si on intimidait des gens. Tu sais, cette affaire-là, ce n'est pas une autorité qui fait face à une famille. Entre-temps, les gens ont joué une guerre des familles. On a vu comment, en mine de rien, certaines forces politiques ont été broyées par un tour de bras. Ici, c'est tout un État qui est en face d'un groupe dont la gestion ne s'y est pas. Il faut que les gens tiennent compte, parce que c'est très facile d'aller, je ne dirais pas bégayer, mais vociférer, pour comme si on intimidait une population. On n'intimide pas une population. Vous allez le faire, mais vous avez des limites. Vous avez constaté des menaces. C'est des menaces qui ne disent pas leur nom, de leur truc. Et quand on voit les cohérences qu'on défend, j'ai l'impression qu'ils veulent faire croire que le camp d'en face ne réfléchit pas. Mais quand tu parcours tous les documents, depuis que la facilitation a commencé, quand tu parcours les documents, on te dit les deux partis et l'opposition, on met entre parenthèses, on cite ceux qui sont membres de la coalition et ses membres. Et le pouvoir en place, on cite ceux qui sont parties prenantes du pouvoir en place. On n'a jamais mis une boîte comme l'UFC dans le camp de l'opposition. Quand les gens défendent ça bec et ongle, ça fait du ridicule. Kenanou Issifou. Non, il est vrai que les accords politiques... Est-ce que le gouvernement togolais nous a permis quand même nous a apporté des clarifications dans ce débat-là quand même depuis des semaines et des semaines? Non, en fait, si clarification, ça suscite beaucoup plus d'interrogations parce que, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, nous avons une feuille de route qui a été soumise par, disons, l'institution sous-régionale. Bien sûr. Alors, un travail avait commencé et l'on pensait qu'en réalité, on s'est entendu sur, on va dire, disons, sur le plan politique, on s'est entendu sur un certain nombre de points et qu'en réalité, le droit ne faisait plus en fait, c'est-à-dire que force effectivement de loi et que les discussions étaient beaucoup plus sur le plan politique ou dans les couloirs, on pouvait arriver à prendre langue avec l'autre et évoluer. Mais la sortie du gouvernement, tant ça répond effectivement à un besoin de clarification, mais aujourd'hui ça laisse plus d'inquiétude, comme le disait tout à l'heure un confrère, parce que l'inquiétude c'est quoi? Nous avions titré, si vous vous rappelez, notre avant-dernière parution, j'ai des problèmes souvent avec les dates, où on disait l'effet papillon, le Togo s'enfonce dans un pataquès. Oui. Alors nous avions vu venir ça, parce qu'à un moment donné, à partir du moment où les positions ont commencé à se radicaliser, ça voudrait dire qu'on n'est pas allé en train d'aller vers la sérénité. Et aujourd'hui, toutes les sorties
tendent à justifier ce que nous craignions, ce que nous redoutions. Et là, ça pose un véritable problème. Quel que soit celui qui va diriger le Togo demain, si on ne fait pas attention, la personne ne pourra jamais diriger le Togo facilement. Parce qu'on est en train de créer les germes d'une contestation permanente. Et sur ce plateau, la dernière fois, j'ai dit, on est face à une génération aujourd'hui qui est une génération de contestataires. Si on ne met pas les choses en place de manière à ce que les gens puissent comprendre que quand on a une vision, c'est une vision qui est apportée... Ça veut dire que la logique derrière aujourd'hui n'arrange personne. Ça n'arrange personne, mais il semble que c'est ce qui se fait. Comme Abi Alpha le dit tout à l'heure, c'est vrai que chacun dans son rôle, le ministre Bahara, c'est vrai, je l'ai dit ici la dernière fois, c'est la flèche quand même du Parti Unir aujourd'hui. Il est dans son rôle. Mais comme nous le disons, ça n'émeut personne parce que nous savons que nous sommes en politique, c'est un jeu, mais dans les couloirs, il se passe tout autre chose. Et je suis sûr qu'à un moment donné, le langage, il va évoluer. Mais la crainte aussi, en même temps, pour cette sortie, c'est que si jamais l'on est désavoué par la CEDEAO, ça fait un revers, un camouflet, et ce qui n'est pas bien. Donc il faut faire, voilà, et il faut faire attention, c'est-à-dire qu'à ne pas aller à l'emporte-pièce ou parfois se projeter de cette façon, va-t-en guerre là. Et moi je dis, quand le discours il est lourd, le climat, il est alourdi. Et c'est ça, en réalité, la crainte aujourd'hui. Et vivement que la classe politique dans son ensemble se ressaisisse. Beaucoup ont le sentiment aujourd'hui quand même que le pouvoir de Faure Gnassingbé, au-delà de sa sortie pour se prononcer sur la question du recensement du processus électoral dans son ensemble, a voulu aussi soutenir son ami, l'UFC. Oui, avant cela, il faut dire qu'en réalité, les deux partis sont dans une logique... radical, hein, ça ne vient pas seulement de... Il y a aussi l'opposition qui se comporte d'une manière orgueilleuse et a l'impression de disposer des moyens capables d'intimider le pouvoir. Notamment appelé à descendre dans la rue prochainement. Moi, à la place de Bahara, je ne ferai pas le petit saint, le petit agneau. Je crois qu'aujourd'hui, c'est cela. Mais maintenant, est-ce là la solution? Parce qu'il y a un chantage que l'opposition aussi est en train de faire dans ça. C'est-à-dire, si on ne fait pas ci, il faut faire ci. Bon, vous avez demandé au niveau de la CENI la parité, vous l'avez obtenue. Les gens ont quitté le Parlement. Et aujourd'hui, c'est pour cela que je dis, je n'aime pas trop quand on va sur le terrain de la légalité parce qu'il y a longtemps qu'on contourne la loi. Ce qui s'est passé à la CENI, c'est pas ce que le code électoral dit. Alors maintenant, vous venez, on dit 5 de l'opposition parlementaire, mais le pouvoir en place a laissé le temps. On est en politique, c'est après des discussions, ils sont parvenus à une CENI paritaire, oui ou non. C'est après des discussions. Est-ce qu'il faut encore discuter quand même? Est-ce que l'ANC, l'UFC ne pouvait pas? Parce que si on va sur un terrain légal, moi je continue toujours par dire que je ne sais pas celui qui peut me convaincre pour me dire qu'aujourd'hui l'UFC n'est pas un parti, n'est pas de l'opposition parlementaire. Au nom de la loi est mauvaise, mais c'est la loi. C'est la loi, je suis désolé. Soit on se regroupe, on dit on change la loi et on sait que la donne a changé. Mais la loi, elle est mauvaise, je suis d'accord. Il y a des incongruités dans le statut de l'opposition qu'on a voté vers la fin de la mandature de la législature d'Abbas Bonfo. Mais malheureusement, c'est la loi. Mais maintenant, les gens ont accepté mettre du côté cette loi pour quitter la CENI. Je vais parler des autres partis comme le NES et OBU. Pourquoi l'UFC aussi ne pouvait pas faire autant, tout comme les autres l'ont fait? Même au niveau de la C14, il y a des partis qui avaient des ambitions également d'être au niveau de la CENI. Mais les gens ont accepté également au nom d'un certain sursaut patriotique, les gens ont accepté également, même s'ils critiquaient à l'époque la gourmandise de l'ANC avec 3 sièges, les gens ont accepté de dire bon, ok, nous laissons aller. Mais là, il ne restait que ces deux parties-là. C'est pour cela on dit, ben, ils sont donné l'occasion au pouvoir de trouver le bâton par lequel il fallait les combattre. Et donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas de quels moyens les uns et les autres disposent. Mais le chantage, l'orgueil, c'est des deux côtés. D'accord. Il faut régler ce problème-là. Ferdinand Haïté, sur le cas de l'Union des forces de changement aujourd'hui, vous avez senti aussi un soutien clair et net du pouvoir par rapport à l'UFC. L'UFC reste pour pouvoir maintenir encore ce bras de fer entre finalement les deux partis. À qui cela profite-t-il réellement?
Avant d'en arriver là, je voulais placer un mot sur, vous l'avez évoqué, le voyage de Conakry. Oui, et je ne sais pas ce que les gens ont cherché chez Alpha Condé, parce que ce monsieur, vous connaissez ma position. Oui, oui. Il a toujours été quelqu'un, vous voyez ce qui se passe là-bas, c'est pas différent de ce qui se passe ici. Ce monsieur tire sur sa population, il tire sur son chef de file de l'opposition, il tue les enfants, il a des velléités de modifier la constitution dans son pays, il enferme les syndicalistes, c'est pas quelqu'un qui viendra régler vos problèmes. Donc, moi, bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais on va suivre ce déplacement, on verra ce que ça va donner. Maintenant, sur le cas de l'UFC, quand vous suivez le gouvernement dans sa sortie, vous comprenez que en réalité, c'est clair pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le positionnement de l'UFC est beaucoup plus du côté du pouvoir que de la C14. Ça, il faut le reconnaître honnêtement. Il faut le reconnaître. C'est pas la loi, même si c'est la loi, elle évolue dans un contexte donné. Et lorsque vous avez depuis 10 ans, ou je ne sais pas combien d'années, un parti politique qui est à l'Assemblée nationale, qui soutient un pouvoir, qui vote des lois pour accompagner un pouvoir, qui appelle à voter pour un candidat du pouvoir, et qui revient vous dire que... Non, mais il est arrivé des fois où l'UFC n'a pas voté. Ouais, nous sommes dans l'opposition. Dans le temps du pouvoir. Il y a quand même quelque chose qui ne colle pas. Maintenant, moi j'entends beaucoup de choses des responsables de l'UFC. Il y en a un qui s'est permis récemment d'aller sur une radio parce que comme j'avais révélé les histoires de Chikris là, dire que je suis un journaliste sans diplôme, je ne sais pas d'où il sort cette histoire là, c'est le fameux Isaac Tiakpé. Je tiens quand même à placer 2 mots sur ce monsieur. Je n'ai pas l'habitude de parler des individus, mais je vais quand même répondre. D'abord, ce monsieur n'est pas togolais. Excusez-moi de le dire comme ça. C'est un béninois. Parce que nous avons trop permis que des gens viennent sur notre territoire nous faire tout et n'importe quoi, parce que nous sommes tolérants à l'excès que n'importe qui peut venir nous insulter dans notre pays. Ce monsieur, c'est un béninois. C'est vrai que sa mère est togolaise. Et lorsqu'on a signé l'accord de 2010, il a fait nommer son oncle préfet Akpalimé, c'était M. Apedo, en forçant la main de Gilles Christ. Ce préfet a fait des bêtises, il a été viré après, on a nommé un autre. Et lui-même, il voulait un poste d'ambassadeur, il avait les gros yeux, il voulait être ambassadeur de Togo à Paris. Et le pouvoir n'a jamais donné une suite à la demande que Gilles Christ a introduite, parce que le pouvoir sait qu'il n'est pas togolais. Parce que Tiakpé, d'abord, c'est le fils adoptif de Yaya Malou, parce que sa mère a épousé Yaya Malou, et il a été élevé sous le toit d'un baron du régime RPT uni avant de partir en France. Et c'est des gens comme ça qui viennent dans notre pays, prendre le devant de l'actualité, insulter les Togolais, nous donner des leçons. Moi, je pense que la lutte politique que les Togolais mènent, c'est pas pour que des individus viennent prendre des postes d'ambassadeurs, de ministres, tout ça. C'est pour avoir un ordre nouveau. Et eux qui vivent à l'extérieur, qui se battent de beaucoup de diplômes, on sait quand même quand les gens travaillent en France, et ils ne savent pas où ils sont, c'est pas grand-chose parfois pour certains, parce que le contexte est très dur. Sinon, les gens comme Adrouvi, qui était maire à Évry, ne vont pas laisser la mairie pour venir distribuer des machines à coudre à moins pays ici, dans l'espoir de devenir député. Donc moi je pense que la question de l'UFC doit dépasser les questions de poste, parce que c'est une question de poste. Le dernier carré qui entoure aujourd'hui Gilles Christ, je sais qu'il y a des gens à l'UFC qui sont des gens respectables, mais il y a un groupuscule aujourd'hui qui entoure Gilles Christ Olympio, qui pense qu'eux ils n'ont rien obtenu de l'accord, et qui poussent le vieux à leur arracher au moins quelque chose avant que les choses ne s'effondrent. Et c'est eux qui organisent la pagaille dans le pays et autour de Gilles Christ Olympio. Ces gens-là, il faut les dénoncer, et vous les connaissez tous, parce que c'est des gens qui veulent être directeurs de société, parce qu'on a dit que la Lonato est libérée, il n'y a pas de poste, des gens veulent être au port, des gens veulent être ambassadeurs, et ils sont en train de forcer la main du vieux à aller négocier des trucs pour eux, et ils sont dans une bataille qui promeut toute une médiation régionale. C'est pas normal. Bien, merci beaucoup Ferdinand pour ce mot que vous avez souhaité placer. Tchanyawa Remiao, sur le cas de l'Union de changement aujourd'hui. Non, bon, je crois que il faut que les gens, tels que le confrère Ferdinand le dit, se surpassent et qu'ils comprennent que... Mais quand on parle du Togo aujourd'hui, le Togo... de poste. Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que les gens se surpassent à la CENI. Dépasser ça justement. C'est ce que je dis, qu'il faut que les gens se surpassent et qu'ils comprennent qu'il s'agit de toute une nation et non d'une affaire individuelle. Et en le faisant, ce serait salutaire pour toute la nation togolaise, parce qu'il faut copier ce qui s'est fait ailleurs. Il y a eu des gens qui étaient déjà assis, qui avaient leur siège à la CENI, qui ont accepté
quitter cette CENI avec tout ce que cela comporte comme avantage. Bien sûr. Nous savons que quand les gens vont à la CENI, j'ai connu des gens qui sont passés par la CENI et j'ai vu comment ils vivaient, j'ai vu comment la vie a changé. Et donc, c'est derrière tout cela que des gens courent. Et ils oublient... vivre comme ça sans être à la CENI. Non, oui, c'est pourquoi je dis que c'est derrière tout cela, les gens courent et qu'il faut que, une fois en passant, les gens qui sont en train de prendre tout le processus dans lequel le pays est engagé en otage, qu'ils essayent de nous libérer pour qu'on puisse avancer. Parce qu'au-delà de tout, le pays n'a pas que besoin de ses petits intérêts, mais il a besoin d'avancer, de se développer et de faire en sorte que demain, les citoyens puissent se sentir très bien et libres à tout niveau où ils circulent. Kenanou Issifou et Abi Alpha. Non, mais sur la question de l'UFC et du parti au pouvoir, je réitère, je réaffirme comme nous le disons, que les alliances en politique, il n'y a que les alliances qui gagnent et qui sauvent. Autant les gens ont accepté quitter certains postes, d'accord, pour permettre effectivement que le processus puisse évoluer. Ici, le RPT, disons, uni, a acquis une alliance avec l'UFC qui lui permet effectivement de faire son jeu. C'est tout à fait légitime. Moi, c'est des choses qui ne me posent pas un problème. Mais en réalité, ça montre qu'on est dans un jeu démocratique qui évolue, qui avance. Sauf que, comme je le dis souvent, j'ai pour habitude de le dire, ce sont effectivement ces arrivistes, ces tueurs-là, d'accord, qu'on a laissé germer de part et d'autre, d'accord, qui, comme le dit Fabrice, qui ne savent pas que avec ce ménage, on peut créer de la richesse autrement et vivre aisé que passer par effectivement cette petitesse, cette petitesse d'esprit qu'on est en train, disons, d'exposer sur la place publique. Que les gens comprennent, je l'ai dit la dernière fois, que rien ne sera comme avant. Les Togolais que nous avons en face aujourd'hui, c'est des gens intelligents. Allez sur les réseaux sociaux, vous voyez. C'est vrai qu'il y a une autre masse, peut-être démilitée, je vais l'appeler comme ça, qui ne comprend pas en réalité là où on est en train d'aller. Et le travail que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui permet de s'ouvrir encore plus davantage l'esprit sur en réalité ce que va ressembler le Togo de demain et les profils dont nous avons besoin. Oui. Et si les gens jouent le mauvais rôle, ils sont en train de se disqualifier. Je disais ici sur ce plateau, c'est comme si nous avons oublié disons ce chapitre-là de cette émission, le fait suite qu'à ce dont on a parlé la dernière fois ici. Et je répondais à Ferdinand Haïté en disant qu'effectivement aujourd'hui, s'il a mené une lutte acéphale comme il le préconisait, voilà des gens qu'on a en face pour des prébendes, pour de petites choses qui sont là, d'accord, qui sont en train de flouer ce que le peuple togolais a acquis et qu'il faut travailler de façon pédagogique au changement de mentalité. Parce que tant qu'on ne sera pas là-bas et qu'on sera obligé de pratiquer le népotisme qui nous a conduit là où on est aujourd'hui, ce n'est pas certain que celui qui va diriger le Togo demain peut diriger le Togo facilement. Parce que plus on évolue, vous avez une génération qui se met en place et qui est beaucoup plus éveillée et qui va revendiquer sa place parce que n'oubliez pas, si au niveau mondial, dans les ODD et dans l'agenda de l'Union africaine, on parle de la jeunesse, je crois que la jeunesse, ce n'est pas ceux qui sont en train de partir. Non, comment ça? Ben voilà. Et donc les gens commencent à réfléchir sérieusement, à établir des règles, à établir des bases pour une bonne sortie, une sortie honorable. Parce que les réformes, en réalité, arrangent tout le monde. Nous sommes à l'antenne jusqu'à 13h en temps universel. Nous aurons tout à l'heure l'occasion de recevoir les auditeurs, mais nous parlerons aussi de la question du recensement des mineurs, puisque le ministre Bawara et ses collègues ont évoqué le sujet en conférence de presse mercredi dernier. Ce matin, il semble qu'il a encore touché du doigt ce sujet en rassurant son auditoire que la CENI est prête à apurer les mineurs de ce fichier électoral. On va en reparler, mais Abi Alpha. Heureusement qu'il reconnaît qu'il y a des mineurs. Moi, je pense que par rapport au cas l'UFC, c'est de la plaisanterie du mauvais goût. Tu sais, depuis que la médiation a commencé, que la coalition est née, les différents voyages qui ont eu lieu, les différentes conférences qui ont entrecoupé les échanges, nous n'avons vu l'UFC autour d'aucune table.
ni devant aucune marche. C'est le mécontentement qui a accouché des marches. Les marches ont accouché d'une inquiétude et les inquiétudes ont obligé les gens à se mettre autour d'une table. Nulle part on a vu le nom de Dieu. C'est donc qu'elle cesse elle a déjà assez nargué les Togolais. Mais au même moment, il faut dire que du côté de l'ANC, je crois qu'il ne faut pas aussi prêter le flanc à l'adversaire. Je dis une chose, il y a 5 partis parlementaires et la médiation a prévu 5 places, c'est-à-dire pour les partis parlementaires. Mais ça s'est passé des commentaires, une place pour chacun. Si les 5 DSA on est en crise là. S'il vous plaît, c'est dans le cadre d'un accord. On ne travaille pas par rapport à une certaine loi où on dit que parce que j'ai un nombre de députés, j'ai un nombre de personnes à la CENI. Si c'est ça qu'on veut dire, ça veut dire que le RPT-NIR qui a des dizaines de députés, ils vont dire que les 8 là, ça ne me suffit pas encore. C'est-à-dire les 16 là, je prends d'abord, on a qu'à ajouter avant que si on veut faire la proportionnelle, ce n'est pas une question de proportionnelle. Il faut que à l'ANC, on sort de ces raisonnements pour comprendre que on est dans la traversée d'une crise qui a fait changer, qui a mis plus ou moins en veilleuse la loi qui existait. Alors, donc moi je pense que si, je terminais en disant que si sur les 5 places qui sont envoyées à la coalition, comme par hasard aussi, ces 5 partis de la coalition qui sont membres parlementaires, si chacun avait pris un automatiquement, il y aura pas c'est comme si aujourd'hui nous sommes en note ici, on est 5, on arrive, et puis 5 plats arrivent pour chacun, et moi je dis je suis le plus beau, le plus géant, le plus ancien, je dois prendre 2 plats avant que les autres ne mangent, ça ne fait pas bien. Donc maintenant, si chacun avait pris un, de qui maintenant le RPT-NIR devait avoir le courage de dire ramène-nous notre place pour notre allié qui est l'UFC. Tu vois, donc quand on ne sait pas faire du gourmandisme, on donne le flanc à l'adversaire, et quand on traverse des moments difficiles comme ça, certains comportements risquent de vous présenter comme les éhontés de la guerre. Tu sais, c'est les juifs qui disent que il y a certaines guerres où, avant de commencer la guerre, certains vendent leurs âmes, et quand ils arrivent sur le terrain de la guerre, c'est eux qui sont les plus virulents, sachant qu'ils ont déjà vendu leur capacité, ne peuvent pas gagner. Donc il faut que l'ANC nous apprenne à continuer pas croire en son honnêteté. Je voulais placer un mot par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale le jour de la désignation des membres, tout en saluant l'action que les députés ont menée, tout ça. Je voudrais juste rappeler que il y a eu énormément de scandales dans ce pays. Nous aurions bien voulu que les députés réagissent comme ça, mais ils n'ont jamais réagi. Les histoires de la route Lomé-Vaughan, les histoires de Wassem... Non, les députés ont été convoqués, le ministre a été convoqué au Parlement. C'est-à-dire que la motivation, la force qu'ils ont déployée là, ils auraient pu aussi le faire pour certains sujets qui concernent directement les populations, parce que moi, je ne savais pas que les gens étaient des baroudeurs comme ça à l'Assemblée nationale, et que depuis on sort de grands scandales, personne ne dit rien, parce que vous voyez, nous sommes en fin de mandature. Je vous explique, nous sommes en fin de mandature depuis 5 ans par exemple. Depuis 5 ans, par exemple, à part le fait de faire les missions à l'extérieur, de voter les lois, tout ça là, et de voter les budgets, tout ça là, quel député peut dire, bon, moi quand j'étais à l'Assemblée nationale depuis 5 ans, j'ai fait une proposition de loi, par exemple pour l'encadrement des loyers en ville, ou bien pour régler le problème de foncier, ou bien pour faire ceci, et que cette loi, en partant, porte mon nom. Comme on l'entend en France, la loi Badinter, la loi ceci, la loi ceci. Rien du tout. Il y a la loi Beaujolais. Non, oui, bon, ça c'est un ministre. C'est-à-dire que je vais parler de l'activité de nos députés. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils sont très engagés, ils sont bagarreurs. On ne savait pas qu'ils étaient bagarreurs comme ça. Quand il s'agit de leur intérêt. On a vu qu'ils étaient bagarreurs. Donc moi je salue ce qu'ils ont fait, mais je souhaite que sur des questions comme la situation du CHU, les routes, tout ça, il y a une route qui est abandonnée au niveau de Badago depuis des années où les gens tombent dans les trous là-bas. Personne n'a soulevé ça à l'Assemblée nationale. Il faut qu'à un moment donné, ces députés nous démontrent qu'ils sont là pour travailler et non seulement pour aller dans des missions. Fabrice ? Voilà ce que je voulais dire. Oui, bon, moi je ne veux pas encourager les députés à en venir au maire. Non, pas à en venir au maire, mais à être vraiment comme ils ont fait. À traiter les dossiers avec vraiment beaucoup de
choses. Détermination. Non, moi je voudrais dire, par rapport à cette polémique autour de la CENI, et dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand vous prenez les réformes au niveau, sur le plan électoral, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des évolutions. Vous savez, par exemple, qu'entre-temps, les bulletins étaient multiples, après on est allé au bulletin unique. Tout ça, là, c'était le combat de l'opposition. Il y a eu des améliorations et autres. Alors aujourd'hui, moi, je me souviens qu'en 2013, ou je ne sais plus quelle année, à un moment donné, l'opposition a réclamé la tête du président de la CENI, qui était Henri Colani. Oui. Et elle l'avait obtenu. Mais au bout, ça ne nous a pas permis d'avoir une élection où il y a Vous voulez dire 8 places pour la P14 ne donnera pas grand-chose. Au finish, à 8, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire qu'ils ne le feraient pas à 7? La dernière fois, si pour revenir à ce que Ferdinand disait, il y avait 62 contre combien? Mais ils se sont fait entendre. Alors, moi, je crois que parfois, à un moment donné, et surtout qu'on a l'impression que les gens ont envie d'aller à des élections, il vaut mieux se décider tôt plutôt que de jouer à cela. C'est pour cela que je dis, l'ANC aussi aurait pu faire un peu de la diplomatie, peut-être au niveau de l'ANC et de l'UFC pour le convaincre, je ne sais quoi, ou avoir des accords qui leur permettraient de ne pas donner quand même la chance au pouvoir de leur piquer un siège comme vous. C'est-à-dire qu'on vous donne le siège, mais vous n'allez pas avec. Vous n'allez pas me dire que dans la C14 tout le monde s'entend. Vous n'allez pas me dire que le FDR et le CAR s'entendent. Vous n'allez pas me dire que le CAR est en odeur de sainteté avec l'ANC. Avec l'ANC. Non, c'est parce qu'il y a une situation et les gens se sont retrouvés et les gens font semblant. On est sur un terrain politique. Alors si vous avez l'impression qu'à un moment donné, parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui le pouvoir a choisi la voie de la légalité. C'est vrai que dans la pratique, effectivement, l'UFC accompagne le pouvoir. Mais on a créé un test qui leur permet de s'échapper par rapport à cela. Mais quand vous le voyez, vous aussi, allez sur le terrain politique et sachez comment jouer. Est-ce que ceux qui sont à l'UFC sont condamnés d'être à l'UFC, d'être proches d'UNI? On a vu des gens faire des va-et-vient à des instants précis. Et donc, vous aussi, entrez en jeu, voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour peut-être les ramener ou je ne sais quoi. Mais quand vous restez de loin, vous ne tenez pas le discours qu'il faut. L'autre aussi a un orgueil à sauver. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où vous avez 7, vous n'y allez pas. Mais il est là, il continue, et qu'est-ce que ça va donner? Bon, en tout cas, aujourd'hui, le professeur Alpha Condé cherche à voir la coalition. Alors, peut-être que ce sujet-là sera évoqué, puisque également, on nous apprend que et l'UFC et l'ANC ont saisi le comité de suivi, donc la CEDEAO, sur cette histoire de seul siège encore à occuper au niveau de la CENI. Au niveau de l'ANC, il y a un démenti formel, merci Ferdinand, qui a été apporté à ce sujet. Et puis Kenanoué, on passe sur la question du recensement des mineurs. Allons-y directement. Oui, les mineurs qui ont été recensés. Non, de toute façon, l'histoire des mineurs, j'ai pas vu personnellement les mineurs être enrôlés sur les réseaux sociaux. Nous tous on a vu ça, et je crois que le ministre Boukessi, aussi bien que le président de la CENI, s'y sont prononcés et ont dit que lorsque des cas comme ça seront signalés, tout cela sera rayé de la liste au niveau de la CENI. Mais comment c'est possible? Parce que sur leur carte, à côté de leur nom, on ne mettra pas moins de 18 ans. On mettra 18 ans et plus. Comment est-ce qu'on saura que ce sont des mineurs et qu'on les appure dans le fichier? Non, on peut contester. Alors, il y a un délai pour contester. Et je crois que ceux qui ont pu publier des images, si tel est que ces images sont vraies, c'est dans des centres, dans des bureaux de recensement que tout cela a été relevé. Et après le recensement, il y a des affichages. Et je sais qu'on connaît qui et qui sont mineurs et qui ont été enrôlés, puisque dans les centres où les choses se passent, les gens se connaissent. Souvent, il me semble que le code électoral parle de 48 heures pour contester. Je crois que les gens... On a dépassé ça. Non, mais ceux qui ont dénoncé ont pu peut-être prendre cette disposition pour dénoncer, c'est ce que je pense. Et s'ils ne l'ont pas fait, je crois qu'ils n'ont pas joué le rôle qui est le leur. Et pour cela, le gouvernement, vous venez de dire que le ministre Bawara, sur une chaîne de la place, disait qu'ils prendront des dispositions pour sortir toute cette horde d'enfants enrôlés de la liste. Et donc, attendons de voir si seulement ce fut vrai ce qui a été publié. J'ai dit ici que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, moi je prends ça avec pincette.
Donc que les gens viennent nous confirmer que vraiment, il y a eu des enfants, des mineurs qui ont été enrôlés, nous en prendrons acte. Bon, il y a le excusez-moi, non, attendez, Abi Alpha, je vous donnerai la parole, parce qu'il y a le confrère Togo Breaking News là, en début de semaine qui a quand même dit qu'il a contacté un membre de la CENI qui reconnaît l'état des faits, mais que c'est orchestré par des OPS proches de l'opposition. Je crois que c'est des enjeux politiques qui se jouent. Souvenez-vous, on était ici en pleine émission quand quelqu'un a appelé pour dire qu'il avait été OPS à une année donnée, oui, et qu'il a même participé à l'enrôlement de mineurs. Et nous avons dit qu'on le prenne. Et ceux qui ont dit au confrère Didier Assogba, il faut que l'État recherche des individus comme ça pour qu'on essaie de leur donner la sanction. Parce qu'il s'agit de la nation togolaise. On est en train de discréditer en réalité. Ce n'est pas une question de discrédit, mais c'est l'incivisme. Moi, je suis OPS quelque part, je vois de ces scènes, je m'étais, et je viens donner l'information à un journaliste sans d'ailleurs vouloir en parler. Il faut que les gens comme ça soient détectés et qu'on leur donne la sanction. Merci beaucoup, Eric, moi je compte que... Kenan Lucikou, attendez, Abi Alpha. Non, allez-y, Kenan Lucikou. Le problème, c'est vrai. Le problème, c'est vrai que dans ce processus, il y a eu un certain... Alors, nous avons encore 3 minutes, malheureusement, sur le sujet, on donne la parole aux auditeurs. Donc, on va le faire rapidement. Oui, il y a eu beaucoup de zèle, d'accord, monsieur, de part et d'autre sur le terrain, où les gens ont voulu peut-être pensant qu'ils sont en train de rendre service à leur parti ou à leur mouvance, en posant certains actes quand même qui sont à reprimander. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Si effectivement des rumeurs ont été enrôlés, le jour des élections, on va voir si des mineurs viendront voter. Tout compte fait, si effectivement le ministre Bawara a dit qu'il y aura des dispositions qui vont être prises pour effectivement apurer les listes, attendons de voir comment ça va se faire. Mais comme nous le disons, ça pose encore un véritable problème. Ça pose un problème dans la mesure où nous sommes dans un jeu où, au sommet, par rapport à ce qui a été dit par rapport à l'ANC tout à l'heure, vous voyez que ça se rejaillit un peu sur la génération qui est en train de venir. Je pose encore ce problème parce que les gens vont vouloir faire plaisir et utiliser les mêmes méthodes pour atteindre leur fin, alors qu'en réalité, on est dans des pratiques douteuses et ça fait foi de morale et c'est pas bon. J'ai pas fini. Non. Je rebondis juste un petit élément sur cette histoire de l'UFC et comme le disait Fabrice, on dit les Ivoiriens ont chanté quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Pourquoi est-ce que deux familles qui étaient ensemble aujourd'hui ne peuvent pas trouver un petit truchement pour pouvoir... Pour voir ce qu'on a laissé d'abord, pour voir si tu peux prendre. Oui, mais quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Ça traîne. Et quelqu'un s'en sert malheureusement. Merci. Abi Alpha, vous avez une minute. Je crois ici que vous avez une minute. Ceux qui ont lancé le boycott n'ont pas intérêt à contester cette opération de recensement parce qu'on ne souffle pas quand on ne mange pas du chien, on ne souffle pas sous la marmite du chien. Donc seulement ils sont en train de démontrer que voilà le régime, ils sont entêtés dans leur unilatéralisme, ils sont en train de se faire harakiri. Donc c'est de ça qu'il est question. Et puis par rapport à celui qui dit que c'est des OPS proches de l'opposition qui ont orchestré ça, mais ça me fait rigoler parce que aucun proche de l'opposition ne s'est fait recenser. Ça veut dire que aucun vrai proche de l'opposition ne peut aller encore vendre ses services pour un recensement auquel son camp politique aurait donné un appel de boycott. Donc moi je pense ici qu'il y a une situation qui est claire. Les gens essaient de cacher le soleil par leurs mains. Si ça les marche, bonne chance. Merci. Allez-y d'abord. Oui, donc par rapport... Moi, je continue toujours par le dire. Je crois que c'est l'argent du pays. Et comment on a recruté ces OPS-là, j'ai dit qu'il y a des idiots dedans. On m'a dit que c'était pas bien de le dire. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, pour situer la responsabilité sur qui enrôle les mineurs, c'est les OPS. Quand je vois par exemple des élèves en kaki se retrouver dans les centres de vote, vous n'allez pas me dire qu'ils n'ont pas une pièce. Vous n'allez pas me dire qu'ils n'ont pas une pièce, puisque c'est bien dit que non seulement vous arrivez, vous devez brandir une pièce. Je n'ai pas vu un chef canton autour de là-bas pour dire que je vais témoigner pour voir si... Le ministre Boukouessi, la dernière fois, disait que même les chefs qui ont témoigné, ce sont des chefs qui sont dans leur fichier. Et donc, leur statut même est contesté. C'est pour cela, moi je dis, quand on est OPS, il faut... Et combien on leur paye? On vous a formé, on vous a donné les b.a.-ba de ce que vous devez faire. Mais si vous arrivez sur le terrain, on vous dit de faire, ils n'ont qu'à avoir le courage de démissionner, non? Merci. On a compris. Je voulais qu'on écoute au moins 2-3 auditeurs. On tourne autour du pot. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans ce pays, l'enrôlement des mineurs, depuis longtemps.
Mais le problème, c'est que ici, aujourd'hui, les méthodes ont évolué. Aujourd'hui, comme tout le monde a aujourd'hui un téléphone dans la main, c'est devenu un appareil photo, les gens ont vite fait de remonter les informations. Et les ministres même reconnaissent qu'on a enrôlé les mineurs. Mais il ne faut pas quand même que les gens nous fassent avaler n'importe quoi. Les OPS, ils ne fonctionnent pas d'eux-mêmes. Quand vous allez dans un centre de vote, il y a d'abord une liste qui est ouverte. Que ce sont les agents de sécurité qui tiennent cette liste-là. Vous remplissez d'abord votre nom. L'OPS n'est qu'en dernière position. C'est lorsqu'on aura donné le OK que vous allez vers l'OPS que lui, il prend juste les photos, il met les données dans l'ordinateur et ils sont la casse. Alors, comment se fait-il que ces enfants ont traversé toutes ces barrières? Les soldats, les représentants des partis politiques, tous ceux qui sont là pour aller se faire enrôler par les OPS. Non, les OPS, c'est toute une équipe. En tout cas, moi, je suis allé me faire recenser. C'est pas comme ça s'est passé. C'est une opération organisée. C'est toute une équipe et quelqu'un est sur la machine. C'est une opération organisée. Les gens ont mobilisé les enfants pour les faire enrôler. Eux-mêmes, ils savent pourquoi ils font ça. Et donc, moi, je pense que les ministres ne convainquent personne parce qu'ils disent on va épurer la liste. Mais quand il y avait la marchandise de la fraude, la loi permet qu'on arrête le fraudeur. Vous n'avez pas arrêté le fraudeur. Maintenant que le fraudeur est enrôlé dans le fichier, vous dites qu'au bout de la chaîne, on peut l'arrêter. Écoutez, merci beaucoup. Je voulais qu'on écoute les auditeurs maintenant. Vous mettez le casque, monsieur. Oui, 30 secondes. Je voudrais dire qu'il faut que nous mettions les gens qui nous suivent, qu'on les mette en confiance et qu'on sache que tous ceux qui se sont fait enrôler, ce ne sont pas des gens acquis à une cause. Même les enfants qu'on dit que les gens ont sciemment fait enrôler, rien ne prouve que ces enfants sont acquis à une cause. J'ai dit, c'est vrai, on parle de la loi. Ce ne sont pas des enfants qui sont acquis à une cause. C'est contre la loi, on doit les arrêter. Monsieur, merci beaucoup. Je voudrais qu'on écoute maintenant les auditeurs, quelques-uns qui passent encore au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Jerry. Monsieur Jerry, vous avez 1 minute pour donner la chance juste 1 minute? Oui, juste 1 minute. Allez-y très rapidement. Juste pour remercier les confrères qui sont sur le plateau aujourd'hui. Il y a quelqu'un là, je ne connais pas son nom, il a dit quelque chose de très intéressant, que la roue de l'histoire, pas que la roue de l'histoire, qu'il y a une génération de contestataires. Oui. Il faut que les gens... Allô? C'est Kenan Issifou, allez-y. Ok. Il faut que les gens soient conscients de ça. La population togolaise est à moitié jeune et la majorité est en deçà de 25 ans. Si les gens ne prennent pas attention, si les gens ne prennent pas la roue de l'histoire maintenant, un jour, ça va se retourner contre eux, quoi qu'ils fassent. Tout ce que vous dites là, c'est bien beau. Mais aussi, pour le cas de l'IFC, moi, j'ai fait les États-Unis pendant 20 ans. Quand vous êtes au gouvernement, vous n'êtes plus partie de l'opposition. C'est comme ça. Il ne faut pas qu'on fasse des gymnastiques. Hein. Merci. Merci beaucoup, M. Jerry. Merci de nous avoir contactés. Il y a un auditeur qui nous dit pourquoi vous vous étonnez des enrôlements des mineurs. Même dans la zone 1, il y a eu ces cas. Une fille a été refusée d'intégrer le groupe des balayeurs de rue car elle n'a pas fait sa carte d'électeur et à cause de cela, qu'elle n'a pas fait, je pense, oui, elle n'a pas fait sa carte, donc elle n'avait pas 18 ans, mais elle... cette femme, voilà, à la fin, certainement l'écrire. Nous sommes dans l'instantané, c'est un peu compliqué. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Oui, monsieur? Albert. Nous vous écoutons, Albert. D'accord, merci pour mes jeunes frères qui sont sur le plateau. Oui. Je tiens à remercier la patience et la sagesse de mon ami Tchanyao. La dernière fois, je ne l'avais pas attaqué. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.